Marcel Coulon, si vous le voulez bien, je vais vous demander de resituer un petit peu les choses dont nous parlons aujourd'hui. Tout d'abord, au moment où commence l'occupation de la partie nord de la France, quel âge avez-vous? 20, l'occupation, 22 ans. Oui, j'avais 22 ans, c'est ça, oui. 22 ans. Et Ouais. donc, vous voyez arriver ces troupes d'occupation et vous les Oui. voyez arriver sans aucun plaisir. Vous allez être Oui. plutôt réfractaire. Oui, j'ai été réfractaire tout le temps, puisque je suis arrivé à Melun en 42, j'ai été réfractaire tout le temps à l'occupation allemande. Et bien sûr, comme beaucoup, mon désir était de les voir s'en aller. Et il fallait faire tout ce qu'il fallait pour ça, voilà. Alors tout ce qu'il fallait, ça pouvait être aussi des choses de la vie de tous les jours. Oui. Votre organisation et votre vie d'ailleurs tournait un petit peu autour de cette résistance. Quelle fonction occupiez-vous? Dans la À résistance, à Melun, j'étais sergent-chef à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais une petite équipe de garçons que m'avait confié je crois qu'il était commandant Buchet, qui est devenu ensuite général. Et on m'avait confié une arme et que j'avais dans ma chambre à ce moment-là. Et je faisais le maniement d'armes 2 à 3 fois par semaine à ces garçons, au grand risque d'être pris un jour. Mais enfin, ça n'est pas arrivé, tant mieux pour nous. Voilà. Alors parlons de cette chambre justement, oui. Elle est importante. Où était-ce? Elle était toute petite, elle était rue du Palais de Justice au 49. Et parce que à ce moment-là, j'étais très pauvre, s'il faut le dire. Et j'habitais donc dans cette petite chambre. Et voilà, cette arme était sous mon lit. Et voilà, on sortait l'arme quand c'était l'heure de faire le maniement. Et on remettait l'arme sous le lit. Et ça a duré plusieurs semaines. Voilà. Alors, au grand jour, en fait, quelles étaient vos fonctions, vos occupations? Alors, moi, mes occupations, j'étais occupé à l'église Saint-Aspect à ce moment-là. Et alors, j'étais libre vers 10h du matin. Je faisais des petits boulots en dehors parce que le salaire que je percevais à l'église était parfaitement insuffisant. Je faisais des jardins ou des petits travaux comme ça, mais pour m'occuper, voilà tout. Et quand je pouvais également, je sapais un peu les directions des Allemands. C'est-à-dire qu'avec un autre ami qui habite toujours dans le coin ici, après le couvre-feu, c'était très dangereux, nous partions et nous arrachions. À ce moment-là, ils avaient des plaques en bois pour indiquer leur direction. Et où on les retournait si on ne pouvait pas les arracher, où on les arrachait et puis on les brûlait. Et, pour raconter une chose assez drôle, pendant tout l'hiver 42-43, je me suis chauffé avec les plaques des Allemands. J'avais un tout petit poêle rond et je faisais tous les jours, je faisais mes petites bûchettes tous les soirs, je me chauffais avec ça. Je n'avais que ça d'ailleurs pour me chauffer. Et vous réalisiez à ce moment-là ce que vous risquiez en faisant ça? Oui, oui. Oui, vraiment, mais c'était plus fort que moi. Je crois qu'à un certain âge, on n'a pas, malgré tout, la conscience comme plus tard de ce qui peut nous arriver. Je crois que je l'aurais eu seulement si j'avais été arrêté et maltraité. Là, oui, certainement. Mais je savais aussi que beaucoup de gens que je connaissais déjà par Saint-Aspect, qu'il y en avait qui avaient été emmenés, qui avaient été vendus par les collaborateurs et qui avaient été torturés. Et ça, c'était une chose que je ne supportais absolument pas. Vraiment, vraiment pas. Alors dans l'église Saint-Aspect, bon l'église aussi c'est un endroit où il y a beaucoup de mouvements, on peut considérer que vous étiez bedeau, c'est le terme qu'il faut employer? J'étais sacristain, oui. Sacristain, oui. Sacristain. Oui. Donc là aussi c'est un lieu de passage, vous avez été tenté non seulement c'était un lieu de passage, mais en plus de ça, on avait organisé une communication avec la mairie de Melun, ce qui fait que M. Bonis, qui était le patron de la librairie Jacques Amiot, avait un poste, et puis d'autres également, mais lui était le principal. Et ils avaient un poste à la mairie de Melun, et moi, très très souvent, j'étais au clocher là-haut, et puis je leur communiquais les choses qui se passaient à l'extérieur. C'est-à-dire que j'avais vu sur l'avenue Thiers jusqu'à l'avenue Fontainebleau, et tout autour de Melun, jusqu'au moment où le clocher n'a pas été démoli, quoi. Voilà, c'est un clocher qui effectivement a souffert dans les derniers jours. Hein, oui, les Allemands s'en sont servis. Le 23, le même jour que j'ai traversé la Seine, le 23, il a été brûlé le matin à 11h, ça je l'ai vu tomber, oui.
Alors revenons sur cette journée du 23. Vous, Marcel Coulon, donc vous êtes un jeune homme très désireux de voir ces troupes arriver. Il y a toutefois un gros souci, c'est que les troupes américaines ont l'intention de pilonner la partie de Melun où vous vous trouvez. Donc on va dire du côté du Mail-Gaillardon, du côté de l'église Saint-Aspect. Et ils n'ont pas les informations nécessaires pour savoir que les Allemands sont en train d'évacuer. Non, ça, vous l'avez dit déjà, c'est une chose qui m'a un peu étonné parce que, étant donné leurs possibilités, ils auraient pu être mieux renseignés et savoir qu'ils pouvaient passer sans difficulté. Donc il a fallu évidemment que quelques-uns passent, moi en premier, d'autres sont passés après dans la nuit, un autre surtout, dont je n'ai plus le nom, et pour leur confirmer qu'ils pouvaient passer sans difficulté. Et on a évité effectivement le bombardement de Melun-Nord, et ça j'en suis très fier parce que j'ai sauvé évidemment beaucoup de vies qui étaient en effet dans les caves, comme je l'ai dit et redit, et qui n'avaient pas eu la possibilité de s'en aller ailleurs. Avant de parler de cette traversée glorieuse et difficile, nous avons vu la situation. Maintenant, vous avez dû chercher dans votre esprit quels étaient les moyens de communication entre la partie nord et la partie sud. Oui, alors il y avait à l'endroit où est le commissariat de Melun actuellement, un séminaire qui était un séminaire belge. Et il y avait les deux frères Dalle qui étaient enseignants. Il y avait Raphaël était le directeur de ce séminaire, et il a été tout pendant la guerre un homme très très dévoué à Melun et aux alentours de Melun. Et Dalle était où il y a le pont actuel en face Notre-Dame, mais il n'existait pas ce pont. Et il y avait un Américain, Gradet, qui était juste en face, et puis il a voulu lui faire des signaux en morse. Lui connaissait le morse. L'Américain, lui, ne le connaissait pas. Or, il me dit, j'étais là avec mon amigo, on avait trimballé toute la journée dans les rues, nous, il n'était pas question qu'on aille dans les caves. Il me dit, avec mon amigo, c'est dommage que je ne sache pas nager, parce que tout de suite je traverserai et j'irai lui dire qu'il n'y a plus assez d'Allemands, et c'est par lui d'ailleurs, parce que lui, il était très bien renseigné également, il était également un gros résistant. Il me dit, c'est dommage que je ne sache pas nager, parce que j'irai leur dire qu'ils peuvent traverser, qu'il n'y a plus d'Allemands dans Melun-Nord. Alors ça trottait dans ma tête, on a continué avec mon amigo à naviguer là, puis je dis à Georges, je vais essayer de traverser. Et nous sommes partis tous les deux, voilà, et comme ça, voilà comment je suis monté la rue Saint-Lienne, et puis voilà. Lorsque vous commencez à prendre la décision, il n'est pas question de passer par les bords de Seine. Alors je voulais passer par les bords de Seine pour gagner du temps, parce que c'était bien plus court naturellement, mais quand nous avons abordé le mur du château de Vaux-le-Pénil qui donne donc sur la Seine, on les a entendus baragouiner dans le parc. On a dit c'est très dangereux, ça va se faire descendre. Alors c'est à partir de là que nous avons dit nous passons par la rue Saint-Lienne, on va faire tout le tour par le haut. Et c'était une bonne initiative puisque ça réussit. Mais ça a fonctionné. Il a fallu donc contourner ce parc Faucigny-Lucinge actuellement. Donc le parc, vous le contournez en faisant tout le tour de ce qui est actuellement l'hôpital. Oui. Oui, bien sûr. Et ensuite, vous redescendez par le lavoir, par l'église. Voilà, par les S, la côte des S, voilà, tout simplement. Oui. La côte de Vaux-le-Pénil, quoi. Voilà. Alors Marcel Coulon, vous voilà, on va dire, au pied du château de Vaux-le-Pénil. Vous avez, je pense, cette fois-ci pris la décision de traverser. Ouais, vous savez qu'il y a des fusils dans votre dos, en hauteur. Que faites-vous ? Vous vous déshabillez? Oui, bien sûr, je me suis déshabillé puisque le bain Gessler existait à ce moment-là et que tous les ans ils montaient leur cabine, donc il y avait des cabines là. Bon, je me suis déshabillé donc dans une cabine et puis je suis parti, je me suis jeté à l'eau et ça y était, quoi. Dans tous les sens du terme, quand on fait une chose comme celle-là, est-ce qu'on réalise des choses comme la température de l'eau, les balles qui peuvent siffler? Pas du tout. Pas du tout. Et vous savez, on était quand même au mois d'août, il ne faut pas l'oublier. Donc moi, je me baignais tous les jours. À peu près tous les jours, je me baignais dans la Seine, puisqu'à ce moment-là, on n'avait que la Seine. Alors, pour moi, ce n'était pas un problème. Hein. Maintenant, sur les balles, parce qu'encore une fois, derrière vous vous en éloignez, mais il y a encore des soldats et des armes. Certains prétendent qu'on a tiré sur vous. Oui. Vous avez entendu les balles? Non. On l'a prétendu, on l'a dit souvent.
Il est possible que ça ait été, mais peut-être que dans une certaine forme d'anxiété, je n'ai pas vraiment réalisé cette chose-là, si vous voulez. Alors, il faut dire quand même que j'avais double danger, parce que j'avais bien sûr les Allemands du côté nord et les Américains du côté sud. Et des deux côtés, on pouvait me tirer dessus sans difficulté. Et ça, vous y avez pensé au moment de vous jeter à l'eau? Non, non, pas du tout. Ah non, j'avais ça dans la tête, je voulais traverser, c'était tout. La première chose que vous voyez ou que vous entendez? J'ai vu un Français qui faisait partie probablement qui était avec les Américains. Un Français m'a reçu. Et puis tout de suite avec lui, il y avait un Américain, mais qui ne parlait pas français. Donc le Français m'a demandé qu'est-ce que je venais faire. De façon menaçante? Pas du tout. Oh non, pas du tout. Non, parce qu'il se rendait bien compte que, étant donné ce que je venais de faire, je risquais ma peau 10 ou 100 fois, si vous voulez. Donc il se rendait bien compte que, ou j'étais fou, ou tout simplement je venais leur apporter des renseignements, voilà tout. Alors ça n'est pas tout. L'aventure en elle-même vaudrait largement d'être citée, mais on va vous demander de refaire à nouveau ce tour de force. Oui, parce que bon, ils ont jugé probablement que mes renseignements étaient insuffisants pour eux. Et pour moi, c'était assez. Mais enfin, j'étais lancé. Je suis donc retraversé à 20h. Puisque j'étais passé vers 17h, je suis repassé à 20h. Le temps où je me suis restauré un peu avec eux et tout. Puis à 20h, je suis reparti. Et alors à 20h, je suis arrivé de nouveau côté nord et... Il faisait encore jour? Il faisait encore jour, parce que c'était au mois d'août, il faisait encore, grand jour. Et bon, je me suis rhabillé, puis je suis remonté. Et à ce moment-là, aux 3/4 de la côte d'Héesse, j'ai vu 3 Allemands qui descendaient en face de moi. Il avait plu beaucoup dans l'après-midi, parce qu'il y avait eu un gros orage. Et la rue était brillante, très brillante. Ces 3 Allemands descendaient avec des fusils, bien sûr, pour me récupérer. Et à cause, je pense, du brillant de la route, ils ne m'ont pas vu. Et j'étais du côté droit, côté lavoir, en montant. J'ai eu le temps de traverser devant eux pour aller me mettre dans le parc de l'église et ils ne m'ont pas vu. Ça, c'était une chose, bon, je ne crois pas au miracle, mais je dis quand même que c'était un peu miraculeux. Parce que, alors, je suis allé me mettre dans l'église de Volpénil. Bien sûr, là, j'étais anxieux, très anxieux même. Et ils ont cherché partout dans le parc, et ils ne sont pas venus dans l'église. Quelle raison, je n'en sais rien. Donc j'ai été là pendant 1h30 à attendre que tout se calme, parce que je les entendais bien sûr dégoiser dans le parc et tout autour. Puis au bout d'1h30, une bonne heure et demie, tout s'est calmé. Alors je suis retourné vers le bord de la Seine, mais je n'ai pas osé là venir dans Melun, parce que je supposais qu'ils étaient peut-être autour du château, derrière, dans les terrains, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait encore rien de construit, et que peut-être on m'attendait là, donc je n'ai pas osé revenir à Melun. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'autres renseignements que les premiers que j'avais donnés. Et ce qui fait que vous voilà parti pour une troisième traversée. Donc je suis retourné de l'autre côté. C'était très drôle parce que je n'avais pas d'habit là, évidemment. Alors, on m'avait donné un vieux pantalon qui était 3 fois trop grand pour moi. Et puis comme il n'y avait pas de ceinture, ben, j'avais attaché avec une ficelle. Je suis revenu le lendemain matin dans Melun avec un fusil qu'on m'avait mis sur l'épaule. Et puis c'est hâtivement, voilà. J'avais de grands cheveux d'ailleurs qui tombaient tout autour. Je devais avoir une allure assez... assez drôle. Voyons un petit peu le mouvement des troupes. Les Américains donc reçoivent vos informations, cessent le mais là, au moment, pardon, je vous coupe, mais au moment où ils sont revenus, il y avait où moi je suis revenu dans Melun Nord, ils étaient déjà passés. Hein. Ils avaient passé tôt le matin, donc ils étaient déjà passés là. En fait, pour moi, mon travail était fait, si vous voulez. Quoi. Donc enfin, on avait exécuté ce que j'avais dit. Quoi. Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de Vous savez, le lendemain, ça a été très vite fait, bien sûr. Et il y a eu la liesse, parce que les gens étaient tout contents d'être libérés, naturellement. On a sorti des caves, tout le monde on s'embrassait, c'était vraiment l'euphorie, si vous voulez. Et puis, malheureusement, 3 ou 4 jours après, ils sont revenus en représailles, et alors là, ils ont lancé des bombes incendiaires sur tout Melun. Alors là, ça a été vraiment catastrophique, parce que partout, il y avait le feu. J'ai vu je ne peux pas dire le nombre d'incendies qu'il y avait dans Melun. Ça, alors, comme ça s'est passé en plus le soir, c'était encore plus sinistre que le jour.
Ce qui fait que, évidemment, ces représailles n'ont pas été particulièrement appréciées, inévitablement. Avez-vous vous-même réalisé ce que vous aviez fait? Est-ce que vous avez bien compris les risques que vous aviez pris et l'importance de cette traversée? Oui, oui, l'importance, oui, parce que bien sûr, étant donné que mon idée était de sauver des gens, bien sûr que oui. Mais je dirais même que quand j'étais engagé donc FFI, je disais pourvu que mon réseau ne m'envoie pas tuer quelqu'un. Ça, c'était vraiment ma hantise, si vous voulez. Bon, j'en ai sauvé beaucoup, tant mieux. Mais je crois que la première fois que je vous ai vu, je vous ai dit, je n'ai jamais tiré un coup de fusil, ni jamais tiré un coup de revolver. J'espère que je n'en tirerai jamais. Voilà. Je suis très respectueux de la vie des autres, et à partir de là, tuer quelqu'un, pour moi, c'est inhumain. Mais enfin, mon raisonnement est un peu simpliste, parce que tout le monde n'a pas la même conception de la vie, mais voilà.